France Info Politique, c'est tout de suite à 8h30, pas de vacances pour nous. Bonjour Jannick Halimi. Bonjour. Du Parisien, vous serez à mes côtés tout au long de la semaine. Notre invité, jeune député de La République En Marche. Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Député de la Vienne, vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez notamment participé à la création du mouvement des jeunes avec Macron. On reviendra ce matin sur votre découverte du monde politique, de la vie à l'Assemblée aussi. L'actualité nous impose d'évoquer la scène internationale ce matin. Nous parlerons des États-Unis, mais aussi du Burkina Faso, frappé cette nuit par une nouvelle attaque terroriste. Les autorités françaises semblent déconseiller évidemment aux Français de se rendre sur place. Ça veut dire que cette menace pèse encore sur les Français, non seulement sur le territoire français, mais aussi dans ces pays où il y a de nombreux expatriés. La menace, elle continue de peser sur la France, l'Europe, le monde, et c'est une menace terroriste que nous avons pleinement pris en conscience, puisque, vous le savez, nous avons étudié au début de la session extraordinaire la prorogation de l'état d'urgence. Cette prorogation, non pas pour l'état d'urgence soit définitif et soit ancré dans le droit commun, mais pour qu'on ait les moyens, d'ici au 1er novembre, de prendre des mesures qui permettent d'appréhender correctement cette menace et de sortir progressivement de l'état d'urgence. Alors évidemment, Vous avez aussi diminué le budget de la défense, notamment ça c'est une façon de le voir. Celui des OPEX qui n'est pas très clair. Les opérations extérieures. Voilà. Alors, justement, sur l'état d'urgence, on examinera à la rentrée une loi sécurité intérieure qui permettra d'avoir un arsenal permettant de lutter efficacement contre le terrorisme, et sur le budget des armées, puisque vous m'interrogez sur ce sujet. D'abord, il y a une initiative qui a été prise dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le G5 Sahel, et qui permet aussi d'avoir une action ciblée sur les zones de conflit à l'étranger pour appréhender les foyers du terrorisme. Et puis ensuite, sur le budget des armées, on peut s'interroger sur le budget de cette année, qui a augmenté par rapport au budget de l'année précédente. Donc finalement, grâce à des dégels. C'est une façon aussi de voir les choses. Moi, ce que je constate, c'est que le budget de l'armée a augmenté, qu'il augmentera encore sur l'année 2018 de près de 1 milliard d'euros, et qu'il augmentera à terme, d'ici 2025, de près de 10 milliards d'euros pour atteindre 2% du PIB, comme nous l'avions promis dans la campagne. Donc, au final, ce que nous avons fait... Philippe de Villiers, le général commandant en chef, aurait dû rester finalement à son poste, alors à vous entendre. On va peut-être pas relancer la polémique. Non, inutile de lancer une polémique, mais en tout cas, il appartient à chacun d'appréhender dans la durée, et donc dans la vision, puisque c'est ce que nous avons porté, un cap, les mesures que nous sommes en train de porter. Et la politique du coup d'éclat, la politique finalement de la communication, plutôt que celle de la construction d'un avenir pour notre pays, c'est celle que nous avons laissée. Nous sommes là pour bâtir dans la durée une armée qui soit efficace pour protéger les Français, comme une police par ailleurs. Et précisons pour refermer ce sujet que les derniers bilans évoquent la mort de 17 personnes dont nous ne connaissons pas à l'heure qu'il est les nationalités. Le week-end a aussi été marqué par la mort de cette jeune femme d'une trentaine d'années aux États-Unis après un défilé de néo-nazis, de suprémacistes blancs dans une ville de Virginie, avec ce sentiment d'image qui nous ramène un demi-siècle en arrière. C'est ce qui vous a frappé? Moi, je préfère retenir de cet épisode les mots de Barack Obama que ceux du président Trump, parce qu'à l'évidence, il y a une résurgence de l'extrême droite dans tout ce qu'elle a de plus détestable, de plus condamnable et de plus immoral de ce point de vue-là. Et donc, il y a, nous l'avons vu, une certaine résurgence de ces milieux aux États-Unis, en France, en Europe, et contre cela, il faut lutter de toutes nos forces. Alors certains n'ont pas entendu forcément les déclarations du président Trump faites ce week-end. Je vous propose de les écouter. We condemn in the strongest possible terms. Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties. Discours ambigu selon vous, et derrière ce discours de manière un peu plus globale, depuis plusieurs mois, un discours de Donald Trump qui a un impact sur ce genre d'événement, qui a décomplexé une partie de la droite et de l'extrême droite américaine. Mais malheureusement, c'est pas la première chose, si je peux me dire ainsi, sur laquelle Donald Trump se trompe. Donc il y a évidemment cette gestion d'une manifestation néo-nazie qui aurait dû être interdite, dont on ne comprend même pas qu'elle ait pu se dérouler. Et puis, il y a tout ce que Donald Trump a fait au préalable depuis son élection et qui nous a opposés à lui. Oui. Là, je pense au plan climat et à l'accord de la COP21, ce qui fait que, résolument, nous ne pouvons pas accepter que cela se déroule ainsi.
comme l'escalade d'ailleurs avec la Corée du Nord. Et dans cette logique-là, il nous appartient à nous Français, dans un cadre européen qui nous donne toute la force à la politique que nous conduisons, d'offrir une alternative pour construire une paix durable dans le monde et pour aussi reconstruire des éléments de cohésion entre les populations. Sacha Houlié, comme vous le dites vous-même, on ne découvre pas ce que Donald Trump est et pense. Est-ce que vous pensez que vous-même que Emmanuel Macron a bien fait d'avoir reçu Donald Trump, comme il l'a fait avec les fastes et les heures de la République le 14 juillet, et peut-être même plutôt le 13 juillet, ce qu'il n'était pas obligé de faire le 13 juillet. Est-ce que vous ne le regrettez pas maintenant? Moi, je suis persuadé que contre l'effort, il faut être fort. Contre l'effort, il faut être fort. Oui, mais là, il est allé lui serrer la main, dérouler le tapis rouge. Ce qui implique, comme nous l'avons fait avec Vladimir Poutine, de montrer la puissance et la grandeur de la France et la puissance de sa parole dans un monde mondialisé dans lequel certains pourraient se croire mieux à même de parler au nom du monde. Et donc, la façon dont Emmanuel Macron a reçu les grands du monde pour leur redonner une idée de ce que peut être la restauration de la grandeur de la France, la parole d'un pays qui est celui des droits de l'homme, les avertissements tels que celui que nous avons donné, j'en parlais tout à l'heure, sur la COP21 et la nécessité de repenser le modèle de production du monde, la construction de la paix et donc l'Europe comme moteur là où les États-Unis et la Russie ont abandonné finalement par populisme ou par absence de vision de ces dirigeants ce que doit être la vision du monde, eh bien nous le revendiquons parce que c'est la façon dont ensuite nous serons le plus crédibles. On évoquera la question de l'Europe qui doit être forte sur les aspects sanitaires dans un instant ensemble, Sacha Houlié. Je précise, puisqu'on a parlé du général de Villiers il y a quelques minutes, qu'il s'agissait bien de Pierre de Villiers, oui, pardon, et non pas de Philippe. Un point sur l'info à 8h40, c'est avec Léo Chapuis. Le Burkina Faso est donc une nouvelle fois frappé par le terrorisme. Des hommes armés ont attaqué hier soir un restaurant à Ouagadougou, la capitale, un restaurant prisé des expatriés. L'attaque a fait 17 morts. On ne connaît toujours pas la nationalité des victimes. 2 assaillants qui s'étaient retranchés dans un immeuble ont été abattus par l'armée. Les incendies en Haute-Corse ne sont toujours pas totalement maîtrisés. Environ 2000 hectares de végétation sont partis en fumée ces 3 derniers jours. Un incendie est également toujours en cours dans les Alpes-Maritimes, sur les hauteurs de Nice. Et puis dans le Vaucluse, à Gordes, les flammes là ont entraîné hier l'évacuation de 200 touristes et des moines ont dû quitter leur abbaye. Et puis c'était l'événement hier soir en football. Évidemment, le premier match de Neymar sous les couleurs du Paris Saint-Germain. La star brésilienne a brillé. Un but, une passe décisive. Paris s'impose 3-0 sur le terrain de Guingamp. Lyon, Paris et Monaco sont en tête du classement de la Ligue 1. France Info. Le député de la Vienne, Sacha Houlié, de La République En Marche, est l'invité de France Info ce matin. Nous parlions d'Europe il y a quelques instants. Un nouveau scandale sanitaire a éclaté. Il concerne des œufs contaminés. Il pose la question de l'efficacité des alertes sanitaires, de la traçabilité, mais il met aussi en péril une filière aujourd'hui en France. Écoutez le témoignage de Sylvie Collat, qui est une éleveuse du Gers. Entre ce que l'on entend sur le plan médiatique, où on nous parle plus des conséquences européennes sur l'agroalimentaire, le consommateur, mais nous, on est quand même les premiers concernés, les éleveurs, et d'autant plus si ça décrédibilise toute notre filière. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux producteurs, aux éleveurs français qui découvrent chaque jour que de nouveaux lots ont été contaminés ? Alors d'abord, que nous sommes en train de conduire une politique publique qui s'appelle les États généraux de l'alimentation. Dans lesquels Première phase début juillet, la deuxième à l'automne. Exactement, qui doit permettre non seulement de discuter des prix pour assurer un revenu décent à nos agriculteurs, à nos paysans, puisque c'est aussi le terme que nous avons utilisé pour redonner de la valeur à ceux qui font et qui nous nourrissent, et puis surtout pour qu'on ait l'avantage de consommer mieux, donc consommer des produits dont la traçabilité est assurée, même si beaucoup d'efforts a été fait en dépit des scandales sanitaires qu'on connaît par des règlements ou par des directives de l'Union européenne, et consommer mieux pour consommer local. Parce que je vous rappelle que dans le programme... Donc l'Europe est un problème
L'Europe n'est pas un problème. Local, les europhobes, les gens qui sont... Qu'il y ait des échecs dans la traçabilité des produits, c'est malheureusement aussi des choses qui arrivent. Il faut pouvoir en tirer toutes les conséquences dans l'absence de transposition de directives lorsque c'est le cas, parce qu'il y a aussi ce qui n'est pas fait et ce qui nuit finalement à la cohésion ensemble. Mais c'est l'Europe ou c'est l'absence d'Europe alors finalement qui pose problème dans ce domaine? C'est parfois l'absence d'Europe, parce que parfois nous sommes en avance sur ce qui a été fait dans le cadre de l'Union européenne et d'autres pays n'ont pas transposé, et c'est ce pourquoi il faut s'assurer que ce soit fait dans tous les pays de l'Union. Mais ce que je voulais vous dire également, c'est que dans le projet que nous avons conduit, il y a dans les états généraux de l'alimentation une volonté aussi d'avoir une production, ou du moins une fourniture de biens et une matière première pour les établissements de la restauration collective à 50% sur de l'agriculture biologique ou sur des circuits courts, qui répondra aussi à l'impératif sanitaire, c'est-à-dire qu'on contrôlera d'autant mieux et on contrôlera de façon beaucoup plus efficace ce que l'on consomme localement. Mais c'est possible au regard des règles européennes, ces circuits courts c'est tout à fait possible. Ce qui ne l'est pas et ce qui fera l'objet d'une discussion, c'est la façon dont on encadrera les prix de sorte à assurer un revenu décent à nos agriculteurs, comme je venais de le dire. C'est cohérent ça quand on annonce il y a encore quelques jours l'arrêt des aides au maintien de l'agriculture biologique par exemple? Alors, c'est inexact que de dire que nous arrêtons les aides à l'agriculture biologique. Pour que tout le monde comprenne, il y a 2 piliers dans la PAC. Le premier pilier, c'est pour les aides à la production. Le second pilier, c'est pour les aides spécialisées. Je schématise, bien entendu. Je veux ici que personne ne s'offusque de le schéma que je dresse. Nous avons un sous-financement de ces 2 piliers. Donc, soit on coupe d'un côté, soit on coupe de l'autre. Nous avons choisi de faire quelques efforts sur les aides à la production pour assurer le maintien non seulement à l'agriculture qui est en situation de handicap naturel, donc toutes les compensations qui sont offertes, mais aussi au maintien des conversions bio, sachant que pour le maintien à l'agriculture bio, qui est une aide spécialisée, nous avons arrêté certaines aides. Sur ces aides-là, certaines sont encore versées par les régions, et surtout, ce que nous travaillons à faire, c'est assurer un revenu à l'agriculture biologique, de sorte que le maintien à l'agriculture biologique ne soit pas nécessaire, parce que finalement, la filière permet un prix décent et permet aux agriculteurs de vivre de façon non subventionnée. Donc, il y a dans cela une vision d'ensemble, et une vision d'ensemble dans un schéma contraint. Vision d'ensemble qu'il faudra quand même réexpliquer une bonne fois aux associations qui défendent le développement de l'agriculture biologique. Mais c'est un autre débat. Des débats, il y en a eu pendant tout l'été à l'Assemblée. Vous faites partie de ces nouveaux députés élus au mois de juin, de cette génération du renouvellement. L'un de vos collègues d'En Marche, Bruno Bonnell, répond aux Parisiens ce matin, explique qu'à la rentrée, nos classes sont terminées, ça y est, on va sortir du silence en parlant au nom des députés En Marche. Ça veut dire que vous appreniez cet été que c'était compliqué? Il y a une forme d'aveu en creux Écoutez, moi je l'ai admis d'autant plus facilement que j'ai déclaré à la Nouvelle République, le journal qui paraît dans ma région, qu'il faut avouer que oui, nous étions en rodage. Mais je ne vois pas là une difficulté. Quand on exige, et c'est ce qui nous a été communiqué dans les élections, un renouvellement de la classe politique, on ne peut pas demander aux nouveaux d'être des professionnels. Et par ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande. On leur demande aussi une certaine fraîcheur. On a entendu des propos dans le cadre de l'Assemblée nationale qui ont fait du bien à la fonction dans le cadre de l'examen des ordonnances loi travail. On a œuvré de façon profitable à la fonction, à mon avis, en interdisant les emplois familiaux, en exigeant la probité pour les élus, en supprimant la réserve parlementaire, en demandant des justificatifs pour l'IRFM. Mais contestés, certains d'entre eux, par les Républicains, justement. Un recours a été déposé au Conseil constitutionnel. Justement, je veux dire là qu'il y a l'expression de toute la malhonnêteté du débat qui a été celui des Républicains à l'Assemblée. Pourquoi ? C'est un mot très fort. Oui, pourquoi ? Non, mais je l'assume totalement. Parce que je l'ai dénoncé de la même façon dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faute de pouvoir s'opposer sur le fond, parce qu'ils n'assumaient pas de vouloir s'opposer à la suppression des emplois familiaux, eh bien, ils ont mené une véritable guérilla parlementaire, des procès en illégitimité. Sur le premier examen de la loi confiance, c'est 15 suspensions de séance, 28 rappels au règlement, tout ça pour ne pas que soient adoptées les mesures de confiance et de moralisation de la vie politique. Et donc, et j'irai même plus loin, c'est les mêmes personnes qui se sont opposées à la suppression des régimes spéciaux pour les parlementaires que nous avons fait, chômage, retraite,
Et ça, nous l'avons conduit. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au final, voilà, que votre loi, effectivement emblématique du début du quinquennat, ne soit retoquée par le Conseil constitutionnel pour des raisons légitimes dont on ne va pas détailler là le contenu? C'est un peu compliqué. Moi, j'ai tout à fait confiance sur le fait que ces textes se passera l'étape du Conseil constitutionnel, et d'autant plus que je crois cette mesure si légitime que si jamais par malheur elle devait l'être, nous en prendrions la même, et ce sans difficulté, avec le respect... Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que là, les Républicains ne se vengent pas, entre guillemets, du fait qu'ils n'ont pas eu de place, de siège au sein du... au fait que La République En Marche a voté pour Thierry Solère comme quêteur. Comme questeur, voilà. Thierry Solère n'a-t-il pas sa carte les républicain ? Républicains n'ont pas eu de place au sein du bureau de l'Assemblée nationale, et voilà, ils se font entendre comme ils peuvent. Je vais vous répondre très précisément. Est-ce que ce n'est pas une erreur, voire une faute de la part de La République En Marche? La faute qui a été faite, c'est celle de la droite qui paye ses propres erreurs à se diviser. Ce n'est pas notre sujet. Il y a Thierry Solère qui est encore républicain jusqu'à preuve du contraire. La procédure qui est instruite contre lui n'a pas été à son terme. Et il y a les Républicains qui ont choisi délibérément de retirer leur candidat à la vice-présidence pour bloquer l'Assemblée nationale, et ce dans l'objectif de ne pas convoquer le Congrès. Et alors oui, à En Marche, ce que nous assumons, c'est d'avoir levé temporairement ce blocage en présentant des vice-présidents qui se sont engagés à démissionner quand les Républicains veulent revenir. On assume, c'est le message, on l'a compris pour ce matin. Moi, je voudrais vous faire écouter les mots de Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, qui vous donne rendez-vous dans quelques jours. Dans toutes les enquêtes d'opinion, une majorité de Français s'exprime en défaveur d'une nouvelle loi de type loi El Khomri. Or, celle que pourrait prendre le gouvernement est très dangereuse. Elle va flexibiliser, précariser plus encore le droit du travail. Et ces politiques, elles sont menées depuis 30 voire 40 ans en Europe. Et il ne permet pas de résorber le chômage de masse, si ce n'est à le transformer en travailleurs pauvres. Il va falloir être efficace parce qu'on a encore peu de temps, mais ordonnance dévoilée dans quelques jours. Est-ce que cette loi travail va permettre de résorber le chômage? Elle est conforme en tout cas aux engagements que nous avons pris. C'est-à-dire de permettre... C'est pas ma question. Une meilleure... Mais c'est pas ma question. Mais il y a un ensemble de mesures qui permettront de résorber le chômage. Il y a cette loi qui va permettre des meilleurs accords dans l'entreprise, des meilleures indemnités pour les gens qui seront finalement à terme licenciés, c'est pas ce que nous souhaitons. Il y a ce que nous allons conduire pour les cotisations qui seront supprimées, qui permettront que le salaire net des salariés soit augmenté. Il y a la suppression du RSI que nous allons conduire. Il y a ensuite... Il y a un panel de mesures. Il y a la réforme professionnelle, la réforme de la formation professionnelle qui permettra de mieux former les personnes pour qu'elles aient une employabilité améliorée. Et cet ensemble que nous conduisons dès aujourd'hui, dès l'été, dès le début du quinquennat, et qui va s'étaler jusqu'au milieu de l'année 2018 pour ce qui concerne les dispositions concernant le droit du travail et la formation professionnelle, ça permettra de réduire le chômage. Et ce sera le mot de la fin, Jannick. Le mot de la fin, vous êtes né en politique en luttant contre le CPE. Comment pouvez-vous être favorable à la flexibilité générée par votre réforme du droit du travail? Parce que justement, le CPE, c'était une discrimination des jeunes qui donnait une période d'essai de 2 ans et qui stigmatisait une catégorie de la population. Là, on donne des droits et des libertés à chacun et de façon égalitaire, équitable, et c'est à mon avis une loi qui va dans le bon sens. Voilà pour le mot de la fin. Sacha Houlié, député En Marche et vice-président de l'Assemblée, était l'invité de France Info. Merci Jannick Halimi.